Il n'était pas rare que les dirigeants politiques et militaires des Turcs seldjoukides au cours des 11 et 12e siècles de notre ère soient surpris à leur réveil, une dague fermement plantée dans le sol à côté de leur lit. Malgré les murs de la forteresse, les portes verrouillées et les gardes armés, quelqu'un était entré dans leur chambre et avait laissé un mot. Faites ce qu'on vous dit, ou la prochaine fois, le poignard sera planté dans votre poitrine. Mais parfois aucun avertissement n'était donné. La lame, impitoyable, se frayait un chemin directement dans le cœur ou la gorge de sa cible. L'intimidation et les assassinats ciblés de victimes de premier plan sont devenus leur principale tactique dans le cadre d'une lutte prolongée et souvent désespérée contre un puissant envahisseur. Ils se sont fait connaître sous le nom d'assassins, fidèles disciples et gardiens du fondateur et chef de leur mouvement, Hassan Sabah. Hassan et ses partisans sont apparus dans une période confuse et obscure de conflits politiques, ethniques et religieux en Perse et au Moyen-Orient. Une période au cours de laquelle les différentes factions musulmanes s'affrontaient les unes les autres, ainsi que les croisés européens. C'est donc pas étonnant que l'histoire qui en découle soit entourée de mythes, de légendes et peut-être bien de propagande. Qui étaient donc les assassins et quels étaient leurs objectifs? Quelles étaient leurs relations avec les Templiers? Qui était le mystérieux vieux de la montagne? Aujourd'hui, on va tenter de répondre à ces questions et à d'autres en racontant la vie d'Hassan Sabah. Mais tout d'abord, comment la légende de l'assassin a-t-elle commencé en Europe? L'un des premiers récits écrits sur les assassins provient d'un prêtre et historien français vivant en Syrie. Il s'agit de Guillaume de Tyr. Au début des années 1180, Guillaume écrivait: Dans la province de Tyr se trouve un certain peuple qui possède 10 châteaux et les terres environnantes, et nous avons souvent entendu dire qu'ils étaient 60 000 ou plus. Les Sarrasins et nous-mêmes les appelons les assassins, et je ne sais pas d'où vient ce nom. Les Européens devront attendre 1298 pour en savoir plus sur cet ordre mystérieux. C'est alors que Rusticello de Pise publie Les Voyages de Marco Polo. Le voyageur vénitien décrit un pays appelé Mulehet, où vivait un vieil homme dans la montagne. L'homme avait construit le plus grand et le plus beau jardin du monde. Les trois canaux y coulent, l'un pour l'eau, l'autre pour le miel, le troisième pour le vin. Dans le jardin vivaient des garçons et des filles, les plus beaux du monde. Dans le jardin n'étaient admis que ceux que le vieillard voulait transformer en assassins. Il les droguait avec de l'opium et lorsqu'ils se réveillaient dans le jardin, il leur faisait croire qu'ils avaient une vision du ciel. À leur réveil suivant, le vieil homme les avait ramenés dans le monde réel, désireux de retrouver ce paradis. Ces jeunes gens ont été manipulés pour devenir des assassins au nom du vieil homme. Seule la mort en martyr de leur cause leur permettrait de retourner au jardin des délices. Marco Polo prétend que c'est pour cette raison que les assassins étaient si efficaces et que le vieil homme était si craint, que les souverains d'Asie lui payaient un tribut régulier. L'alternative, bien sûr, était la mort. Le récit de Polo se termine en racontant comment, en 1265, le seigneur des Tartares, Allo, fatigué de cette méchanceté, assiégea la forteresse du vieil homme pendant 3 ans avant d'affamer l'homme de la montagne et tous ses assassins. Mais quelle est la part de vérité dans les récits de Marco Polo? Et quelle est la part de légende, voire de calomnie véhiculée par ses ennemis? Eh bien, on va le découvrir tout de suite, car c'est maintenant qu'on entre en scène. Hassan Sabah est né en 1050 à Qom, dans l'Iran d'aujourd'hui. Qom était et est toujours considéré comme l'une des villes les plus saintes de l'islam chiite et le principal centre d'érudition musulmane en Perse. Son père, Ali bin Mohamed bin Jafar al-Sabah al-Himyari, était d'origine yéménite et appartenait à la tradition duodécimaine de l'islam chiite. Après la naissance d'Hassan, la famille Sabah s'est installée à Rai où le jeune Hassan a reçu son éducation religieuse conformément à la croyance de son père. Avant de poursuivre, permettez-moi de clarifier certains termes religieux. Par exemple, quelle est la différence entre les musulmans chiites et sunnites? Eh bien, ces deux factions partagent de nombreuses croyances spirituelles et pratiques religieuses, car leur schisme était en fait de nature politique. Après la mort de Mahomet en 632, son conseiller Abou Bakr est devenu le premier calife, c'est-à-dire le successeur du prophète, chargé de diriger la nation islamique. Mais son leadership a été contesté par les partisans d'Ali.
le cousin du prophète et son gendre. Cette faction est à l'origine de la secte chiite qui considère que la direction de la nation islamique appartient aux descendants directs du prophète. En revanche, les musulmans sunnites estiment que la direction de la communauté n'est pas un droit acquis à la naissance, il peut et doit être mérité. La tradition duodécimain est la croyance dominante chez les chiites. Elle est appelée duodécima en référence aux 12 successeurs de Mahomet dont le dernier, Muhammad ibn Hassan al-Mahdi, doit encore revenir pour devenir le sauveur de l'humanité. La ville de Rai, où vivait le jeune Assaï, était au centre d'un courant chiite, les Ismaéliens. Ils tirent leur nom de leur allégeance à Ismaïl, le fils aîné de l'imam Jafar as-Sadiq. Les Ismaéliens constituent la deuxième confession la plus importante de l'islam chiite, et ce qui les différencie des autres courants chiites, c'est qu'ils ont un imam héréditaire vivant, Araï. Hassan a été initié à la doctrine ismaélienne par deux éminents teinturiers ou missionnaires, Amira Zahrab et Abu Nasser Sarraj. À la suite de ses études, Hassan se convertit à l'ismaélisme à l'âge de 17 ans et prête serment d'allégeance à l'imam ismaélien de l'époque, le Khalif fatimide al-Mustansir. La dynastie des Fatimides dirigeait l'État musulman le plus puissant de l'époque, depuis sa capitale, au Caire. Malgré leur puissance, les Fatimides étaient constamment menacés par les Turcs seldjoukides. Ces derniers étaient une autre puissante dynastie originaire d'Asie centrale. De là, ils avaient déferlé sur la Perse au Moyen-Orient, établissant chaque année un sultanat sunnite. Hassan, étudiant ismaélien converti, s'est aventuré dans ces territoires à l'âge de 22 ans et a réussi à impressionner Abd al-Malik ibn Attash, qui était le chef des Ismaéliens dans le sultanat. Il l'a tellement impressionné qu'il a obtenu un poste missionnaire. Dans ce rôle de délégué, Hassan s'est d'abord rendu au siège secret des Ismaéliens persans à Ispahan, en Perse, au cœur du territoire seldjoukide. Il s'est ensuite rendu au Caire et à Alexandrie pour parfaire son éducation. Au cours de son séjour en Égypte, Hassan se heurte à quelques gros bonnets de l'organisation ismaélienne, dont un en particulier, le vizir ou ministre en chef de la cour fatimide, Al-Afdal. Le conflit porte sur la succession au califat et par extension à l'imamat, en d'autres termes, qui sera le prochain chef des Ismaéliens. L'actuel calife, Al-Mustansir, avait désigné comme futur successeur son fils aîné, l'imam Nizar. D'un autre côté, le vizir Al-Afdal faisait pression pour installer le jeune frère de Nizar, Moustahi. Ce dernier était également son gendre. Hassan avait apporté son soutien à Nizar, ce qui faisait de lui un ennemi du puissant vizir. Le résultat de cette intrigue? Tout d'abord un nouveau schisme au sein de l'islam. Les Ismaéliens Nizari rivalisant désormais avec les Ismaéliens Moustahi. Deuxième conséquence, Hassan est exilé par Al-Afdal et retourne en Perse en juin 1081. Mais il est alors devenu la figure la plus importante de la communauté Nizari naissante. Au cours des années suivantes, Hassan voyagea dans toute la Perse pour faire connaître les Nizari. Au cours de cette période, Hassan augmente le nombre de ses partisans et commence à élaborer ses plans pour se débarrasser de l'occupation de ces terres par les Seldjoukides. Mais qu'est-ce qui a poussé Hassan Sabbah à se révolter contre les Seldjoukides? En fait, il y avait trois raisons différentes. D'un point de vue religieux, les Seldjoukides, ardemment sunnites, ne cachaient pas leur hostilité à l'égard des chiites de toutes les sectes, et les Nizaris et leurs mêlées craignaient peut-être pour leur propre liberté religieuse. Et d'un point de vue politique, car malgré son exil, Hassan continuait à faire allégeance aux Fatimides égyptiens. Dans les années 1070, les Seldjoukides s'étendaient jusqu'au Sinaï, menaçant de déraciner le califat et le pays. La révolte d'Hassan aurait pu être l'expression du ressentiment des Perses à l'égard de la domination étrangère de l'impôt seldjoukide. On est presque certain qu'Hassan n'avait jamais lu Sun Tzu, mais la stratégie qu'il a formulée relevait de l'art de la guerre à l'état pur. Il a franchement évalué les faiblesses de sa faction et celles des Seldjoukides. Les Nizari étaient en infériorité numérique, tandis que les chefs seldjoukides étaient dispersés sur le vaste territoire perse. Alors, comment pouvait-il donc multiplier l'efficacité de ses forces? Comment porter des coups sévères aux occupants sans organiser des batailles rangées sur un territoire dispersé? Sa réponse fut d'occuper rapidement les hauteurs et d'établir une série de forteresses montagneuses imprenables à partir desquelles il pouvait procéder à des assassinats ciblés de hauts responsables politiques et militaires dans tout le pays.
Comme vous pouvez le constater, le credo de l'assassin commençait à prendre forme. En 1087, Hassan avait concentré ses efforts sur le recrutement d'un mouvement de résistance autour de la région de Dalem, bastion chiite traditionnel. En septembre 1090, il prend le contrôle de la région et s'empare de la forteresse d'Alamut, l'enseignement de l'Aigle situé dans le mont central Elbos dans la région de Roudbar. Il y est parvenu par la ruse et la paix, en convertissant en secret, un par un, les soldats de la garnison locale. Hassan rend la forteresse imprenable et se suffit à lui-même en améliorant les systèmes de culture et d'irrigation de la vallée d'Alamut. Il établit également une importante bibliothèque contenant une vaste collection de manuscrits et d'instruments scientifiques. Après s'être fermement établi à Alamut, Hassan étendit son influence dans la région en gagnant d'autres convertis et en étendant son réseau de forteresses à Roudbar. En 1091, Hassan envoya l'un de ses partisans, Dahi Hussein Kaini, au Kihistan, près de la frontière de l'Afghanistan actuel. Hassan réussit à déclencher un soulèvement populaire parmi les chiites locaux qui cherchaient à obtenir l'indépendance vis-à-vis des Seldjoukides. Ça a permis aux Nizari de prendre le contrôle de plusieurs villes du Kihistan. Moins de 2 ans après la prise d'Alamut, Hassan Sabah avait fondé un État territorial indépendant pour les Ismaéliens Nizari, au milieu du sultanat des Seldjoukides. La population chiite persane considérait bien sûr les Seldjoukides comme des envahisseurs sous pression. Des sources ensoleillées s'inscrivent en faux, soulignant le fait que les Seldjoukides ont essayé de tendre une main amicale aux locaux. Leur sultan, Malik Shah, par exemple, avait nommé comme vizir un persan, Abu Ali Hassan bin Ali bin Ishaq, plus connu sous le nom de Nizam al-Mulk, ce qui se traduit par l'ordre du pays. Selon la légende, Hassan et Nizam avaient été camarades de classe et amis dans leur jeunesse. Après être devenu vizir, Nizam avait aidé ses anciens amis en leur obtenant un poste à la cour de Malik Shah. Mais leur rivalité a rapidement éclaté et Nizam a conspiré pour faire exiler Hassan. Cette légende a fait de la mission d'Hassan une vengeance personnelle contre ses amis d'enfance qui l'avaient trahi. Aussi romantique que cette histoire puisse paraître, Nizam avait 32 ans de plus qu'Hassan, et il n'y avait aucune chance qu'ils aient été camarades de classe un jour. La suite de l'histoire est donc purement politique. En 1092, Nizam a lancé une contre-attaque seljoukide contre les Nizari à Alamut et au Kihistan. Mais la stratégie d'Hassan s'est avérée efficace. Sa petite garnison, située au sommet des forteresses montagneuses facilement défendables, a pu repousser les attaques les unes après les autres. Pendant le siège de Lamut, Hassan a pu emmener en toute sécurité sa femme et ses filles dans une autre communauté ismaélienne. Il ne les a jamais ramenées, instaurant ainsi la tradition de ne pas autoriser les femmes à entrer dans la forteresse. Hassan passe ensuite à l'offensive. Il se dote des moyens nécessaires pour mener une campagne militaire de grande envergure. Hassan s'est appuyé sur sa tactique préférée, un assassinat ciblé destiné à décapiter les dirigeants seldjoukides. Hassan choisit le Fidaï, ou fidèle, qui réaliserait la mission, Bou Tahir Arani. Déguisé en mystique musulman de Sofia, le Fidaï s'approcha de la civière dans laquelle voyageait sa cible. Rapide et silencieuse, sa dague quitta son fourreau et se planta dans la cible d'Arani. Il s'agissait de Nizam al-Mulk. Le vizir meurt sur le coup, et Tahir Arani subit le même sort. Lui et les autres Fidaï ont accepté sereinement le fait que leur mission serait probablement suicidaire. Le Fidaï a été immédiatement abattu par les gardes du corps de Nizam. Il s'agissait du premier assassinat d'envergure réalisé par les fidèles soldats de l'armée Nizari. Hassan et ses 2 successeurs immédiats ont ordonné un total de 75 assassinats tactiques visant toujours des cibles de premier plan et jamais des civils. Les occupants, répliqués souvent par des massacres au sein des communautés ismaéliennes suivis de nouvelles frappes chirurgicales sur ordre d'Hassan. Sans surprise, les actions des Fidaï leur valent la haine des Seldjoukides et d'une grande partie de la communauté sunnite. Ils les ont dépeints comme des extrémistes radicaux et des proto-terroristes, et en même temps, vu qu'on n'est plus à une insulte près, comme des drogués. C'est ainsi que les Fidaï Nizari sont devenus connus sous le nom de Hachéchines, ou assassins, consommateurs de hashish. On va s'arrêter un instant et se demander vraiment si les assassins ou hachishines fumaient réellement du hashish.
Eh ben, en réalité, ils n'ont jamais utilisé ce mot pour se décrire. Leur description correcte serait les fidailles de l'armée nizari ismaélienne, nom qui leur a été collé par Marco Polo et Guillaume de Tyr, qui l'ont entendu de la bouche des ennemis des Nizari en Syrie. Il est vrai qu'à travers le temps, les soldats ont eu recours à des drogues récréatives et à des médicaments délivrés sur ordonnance pour se mettre en état de combattre. Mais voici une question pour vous derrière votre écran. Si vous étiez Hassan, feriez-vous vraiment confiance à un drogué pour une mission délicate consistant à escalader les murs d'un château, à crocheter des serrures, à échapper à des gardes et à poignarder un ennemi de premier plan? Et qu'en est-il de leur capacité à gérer la fringale? Certes, certes, le meilleur ami du drogué qu'à la fringale peut être le kebab, qui est d'ailleurs inventé par les soldats turcs, mais pas avant 1377. Ainsi, on ne conteste pas que le mot assassin vient en fait du hashish, mais il est aujourd'hui admis que ces guerriers hautement qualifiés et entraînés n'étaient pas drogués, mais qu'ils se sont simplement retrouvés avec une injure lancée à leur encontre par leurs nombreux ennemis. Le fait que cette injure soit un mot à forte consonance, assassin, n'a pas aidé. Il a été rapidement adopté par des poètes européens populaires au XIIIe et XIVe siècle. Le premier d'entre eux fut Dante, l'auteur de la Divine Comédie. Mais bon, passons aux choses sérieuses maintenant, pour vaincre les Turcs seldjoukides. Peu après l'assassinat de Nizam al-Mulk, le sultan seldjoukide Malik Shah meurt à son tour. Les causes restent mystérieuses, il s'agit peut-être d'une mort naturelle ou d'un empoisonnement. Le sultanat est alors plongé dans le chaos et une guerre civile éclate entre le fils aîné de Malik Berkarouk et son frère Sanjar, soutenu par leur demi-frère Muhammad Tapar. L'État est encore plus divisé par l'émergence de seigneurs de guerre indépendants. Profitant du désordre, Hassan consolida et étendit son pouvoir, s'emparant de forteresses plus stratégiques, jusqu'à Damgan, à 500 km à l'est du siège d'Alamout, ou même plus loin jusqu'au Khouzestan, à 1000 km au sud. En bref, Hassan est inarrêtable pendant cette période. Il a consolidé sa réputation de chef austère et ascétique en peu de temps. On ne sait pas exactement quand il a fait exécuter ses deux fils. Muhammad était coupable d'avoir bu du vin, tandis qu'Oustad était suspecté de la mort du fidèle lieutenant de Hassan, Hussein Kaini. Le chef Nizari s'est personnellement replié sur lui-même, mais politiquement il a cherché à s'étendre. On dit qu'il ne quitta plus jamais son château, mais au début du XIIe siècle, Hassan commença à envoyer ses fidèles d'Alamout en Syrie. Là, des Nizaris reprennent leurs habitudes d'établir des forteresses dans les montagnes. La plus importante d'entre elles était la forteresse de Masyaf. Des années plus tard, Masyaf sera sous le commandement de Rachid ad-Din. Il s'est rendu célèbre par ses nombreuses tentatives d'assassinat de Saladin. C'est lui et non Hassan qui est à l'origine de la légende du vieux de la montagne. Et ce sont eux, les assassins syriens, qui entreront les premiers en contact avec les Templiers. On va faire un petit détour pour évoquer les relations entre ces deux groupes, même si elles sortent du cadre de la vie d'Hassan. Certaines franchises ont dépeint ces deux organisations comme des rivales mortelles à travers les âges et les continents. Ces deux factions avaient pourtant beaucoup en commun si on y réfléchit bien. Toutes deux constituaient un noyau de guerriers d'élite motivés par une volonté à la fois politique et religieuse. Toutes deux seront un jour ou l'autre calomniées, accusées d'être hérétiques par de puissants ennemis. La tension entre les assassins et les Templiers au Levant ou en Terre Sainte ne s'est jamais transformée en un véritable affrontement. Il y a eu quelques hostilités, mais les deux étaient parfois alliés car les Nizaris syriens étaient plus intéressés par la lutte contre d'autres ennemis musulmans que contre les chrétiens. À partir de 1152, ils se sont comportés comme des cartels de la mafia avec des territoires assignés, se gardant bien de se marcher sur les pieds. Au cours de leur année, les fidèles ont réclamé en réparation l'une de ces rares victimes chrétiennes, le comte Raymond de Tripoli. Les Templiers du Liban exigeaient un tribut de 2000 besants par an. Ça ressemble un peu à de l'argent de protection, d'assurance, on va dire. À une autre occasion, ce sont les assassins syriens qui ont demandé de l'argent de protection à nul autre que le roi Louis IX de France lorsqu'il était en visite à Acre, dans l'actuel Israël. Si le roi payait, le vieil homme de la montagne lui laisserait la vie sauve. Le grand maître Joinville des Templiers intervient et renvoie l'envoyé chez lui les mains vides, mais avec un pacte de non-agression entre le roi et le vieil homme. Maintenant revenons à Hassan.
En 1097, l'imam Nizar, chef spirituel d'Hassan et de ses hommes, est tué au Caire. Son rival, le vizir Al-Afdal, l'avait enterré vivant entre deux murs. Lorsque la nouvelle parvient à Hassan, il fait sauver le jeune fils de Nizar du Caire et le met en sécurité à Alamout. Jusqu'à présent, Hassan Sabah était le chef politique et militaire des Nizaris en Perse. Désormais, en l'absence d'un imam manifeste, il sera également le chef religieux de l'ensemble de la communauté Nizari. Dans les dernières années du XIe siècle, Hassan lance une offensive au cœur du sultanat seldjoukide. L'objectif est la forteresse de Chadiz, proche de la capitale d'Ispahan. Son agent pour l'opération est Ahmad bin Attash, le fils du premier professeur de Hassan après qu'il soit devenu ismaélien. Ahmad n'utilisa pas de poignard, mais seulement sa foi. Un à un, il convertit les enfants, puis les soldats de la garnison. En 1100, Ahmad et les Nizari avaient réussi à s'infiltrer dans le château et à l'occuper, ouvrant ainsi la route vers Ispahan. Mais les Nizari n'ont finalement pas remporté la victoire, du moins pas une victoire totale. Entre-temps, les frères seldjoukides, Berkiarouk, Sanjar et Muhammad Tapar, avaient conclu une trêve afin de combattre Hassan. Les Seldjoukides, nouvellement unis, ripostent et s'emparent d'Ispahan. Les Nizaris ripostent par de nouveaux assassinats suivis de massacres civils nizaris. En 1105, Tapar devient sultan. 4 ans plus tard, il lance le second siège d'Alamout, désireux de mettre un terme définitif à la puissance nizari. À la tête de son armée se trouve Ahmad al-Mulk, le fils du vizir Nizam, assassiné en 1092. Mais une fois de plus, Alamout tient bon et ne tombe pas. À la mort de Muhammad Tapar en 1118, la guerre est dans l'impasse. Les Nizaris continuent à défendre avec succès des territoires importants, bien que dispersés, qui constituaient un État nizari indépendant. Mais une victoire totale et la conquête de la Perse des mains des Seldjoukides étaient hors de question. Pendant ces années d'impasse, son fils se retire encore plus du monde extérieur, passant la plupart de son temps dans ses quartiers personnels d'Alamout, à lire des livres, à mettre par écrit les enseignements de sa doctrine et à administrer les affaires de son royaume. En 1124, à l'âge de 74 ans, Hassan sent qu'il arrive à la fin de sa vie. Il convoque Kia Bozorg Oumid, un lieutenant de confiance de la forteresse de Lamazar, et le désigne comme son successeur à Alamout. Hassan Sabah mourut après une brève maladie le 12 juin 1124 et fut enterré près d'Alamout, la forteresse qui avait été sa résidence et le symbole de son pouvoir pendant tant d'années. Les Nizaris, pour les morts ou les assassins si vous préférez, ont continué à harceler les Seldjoukides et d'autres ennemis en Perse pendant les 100 années qui ont suivi. Les disciples de Nizari se rendaient régulièrement au mausolée d'Hassan jusqu'à ce qu'un nouvel ennemi irréductible déferle sur l'Asie centrale et la Perse. Il s'agit des Mongols. En 1256, ils mirent le siège final à Alamout, la fière forteresse. L'enseignement de l'aigle finit par tomber et fut démoli. Les assassins sont restés actifs en Syrie, mais leur légende a pris fin dans le lieu qui avait été leur premier foyer. Merci d'avoir écouté cette vidéo et on se dit à une prochaine fois pour une prochaine biographie.